Un bon boulot. Témoignages, discussions et reportages sur les grandeurs et les misères du travail. Y a-t-il des bons boulots ? Qu'est-ce qui caractérise un bon boulot ou au contraire un sale boulot ? Épanouissement, reconnaissance, insertion sociale, créativité, maîtrise d'un métier, sentiment d'utilité ou bien aliénation, émiettement du travail, perte de sens, management toxique, burn-out, dépression. Le sujet est vaste et délicat quand il s'agit de témoigner. Nous parlerons métier et nous aborderons les raisons pour lesquelles un individu s'épanouit dans son travail. Nous chercherons aussi à comprendre sous quelles conditions un bon boulot pourrait être dévalorisé et devenir parfois un sale boulot. Yvan, initialement formé pour être ingénieur en microélectronique à l'INSA de Toulouse, est devenu professeur de Qigong et de Tai Chi et thérapeute en médecine traditionnelle chinoise. Comment passe-t-on de l'un à l'autre et pourquoi ? Bonjour Yvan. Bonjour Hervé, bonjour à tous. Donc pour commencer, Yvan, pourriez-vous déjà revenir bien en arrière sur quand vous aviez 17-18 ans, sur l'orientation professionnelle, comment ça se présente ? Déjà, on se pose la question en troisième, mais bon. Et puis en terminale, comment ça se présente pour vous à ce moment-là ? Alors moi j'ai, de par mes qualités, mes facilités, en tout cas au niveau de l'école, j'ai un peu plus de facilité dans toutes les matières scientifiques par rapport aux matières littéraires. C'est quelque chose en plus qui me plaît beaucoup. Je suis plutôt sérieux, appliqué, mais j'ai besoin de beaucoup travailler en tout cas pour arriver à comprendre les choses. Oui. Et donc quand vient après les différentes orientations, malgré tout, je ne sais pas trop quoi faire par la suite. Et en fait, c'est plus toujours pareil par rapport à mes qualités ou plutôt ce que j'apprécie faire, c'est-à-dire les sciences. Et donc c'est là où j'essaye de me diriger et de voir qu'est-ce que je peux faire par rapport à ça. Et donc il y a l'idée aussi de pouvoir avoir finalement le côté un peu familial, c'est-à-dire on essaye d'avoir finalement un certain statut, d'avoir une facilité aussi dans la vie, donc de trouver des métiers qui vont permettre d'avoir tout ça, quoi, un certain statut social, une certaine facilité financière, une stabilité, etc. Et donc, ce qui vient un petit peu en tête par rapport à mes capacités et par rapport à mon attrait, c'est le fait d'être ingénieur. Voilà. D'accord, ce qui vous amène en IUT mesures physiques ? Voilà, tout à fait. Alors au départ, je fais quand même une année de classe préparatoire, mais j'en arrive finalement à un DUT, effectivement. Un DUT de mesure physique, tout à fait. Vous faites qu'un an de préparatoire parce que on peut le faire plus si on veut aller dans des écoles vraiment qui demandent un niveau élevé en mathématiques et en physique. Là, c'est pas le cas. Enfin, au bout d'un an, vous allez en IUT. Ouais. Voilà, c'est ça. En fait, je pense que c'est le choix s'est aussi posé. Donc, j'étais reçu en deuxième année, mais j'avais besoin un petit peu d'une cassure. J'avais beaucoup travaillé avant, je pense. Et là, c'est vrai que ça me demandait, je pense, c'était le décalage entre l'effort que ça me demandait et le fait de... comme je vous disais, je suis assez lent dans le fait d'acquérir des connaissances et j'ai besoin de beaucoup de temps. Et ça n'était pas possible avec le mode d'apprentissage très, très rapide qui était nécessaire. Oui, c'est du concentré dans les prépas. Voilà, c'est du dense. Et donc, vous étiez admis en deuxième année quand même. Bon. J'étais admis en deuxième année, mais à force, voilà, je savais que ça allait mener dans une impasse parce que je pense que je n'avais pas forcément ce qu'il fallait pour aller faire la suite. C'était mon point de vue en tout cas. Bref, vous faites l'IUT et vous en sortez major en plus. C'est ça, major donc, de promotion. Vous avez quand même quelques petites facilités malgré tout. Oui, aidé par ma première année de prépa. Oui, c'est vrai, ouais. Et là, vous allez en école d'ingénieur à l'INSA, c'est pas rien. À l'INSA, il y a un recrutement, il y a une sélection. Ouais. En microélectronique, c'est ça. Oui, tout à fait. Donc en quelques mots, les microélectroniques. Alors en quelques mots, qu'est-ce qui m'a fait choisir ça ? C'est parce que j'avais encore une fois un attrait pour la physique. Et c'est la physique du tout petit qui m'intéressait vraiment, c'est-à-dire d'aller chercher un petit peu ce qui se passe la précision, enfin, vous voyez, dans le côté un peu microscopique, nanoscopique. Et donc, le choix un petit peu de cette école et de cette spécialité, c'est aussi un petit peu lié à cet attrait. Et donc, la microélectronique, finalement, c'est l'étude aussi du tout petit, mais par rapport à une application, c'est-à-dire la fabrication de puces électroniques
et toute la théorie qui va avec. Donc on part d'une couche de silicium, ça c'est le côté appliqué. Hein. Bien sûr, après il faut avoir la compréhension de tout ce qui se passe, hein, de ces matériaux, de ses propriétés, etc. Ouais. Exactement. Et par contre, l'objectif, le côté appliqué, c'est de partir d'une couche de silicium et de pouvoir graver après, de savoir comment on grave, pourquoi est-ce qu'on grave, et pour obtenir quoi, en fait, tout simplement, quoi. Oui. Faire circuler de l'électricité qu'on transforme en information, en signal, en logique, etc. Exactement, en mémoire, tout un tas de choses. Et là, donc il y a des stages qui sont liés à ça. Il y a des premiers stages qui se passent très bien parce que vous le faites dans une petite structure et même dans un laboratoire, je crois, c'est ça, hein? C'est ça, ouais, tout à fait. Et peut-être un mot sur le stage de sortie, c'est-à-dire un stage de 6 mois à la fin de l'INSA. Vous êtes ingénieur en microélectronique. Où là, il y a un premier déclic qui se fait, peut-être un... Oui, alors c'est une plus grosse structure. Avant, par le passé, effectivement, j'étais dans des petites structures et d'ailleurs plutôt des laboratoires. Donc, c'était pas les mêmes choses. Là, on rentre dans une entreprise qui est plus avec une visée d'application concrète, hein, puisque c'est de fabrication de puces électroniques. Donc on est dans un process, dans une entreprise, comment on appelle ça, un processus de fabrication en fait, hein, tout simplement. Un process, un process de fabrication. Ouais. On s'inscrit dans ça. Donc là, je pense que, alors j'ai beaucoup apprécié, mais il y avait vraiment effectivement une différence avec mes autres expériences où j'avais l'impression d'être un petit peu plus noyé dans la masse. Je pense que je suis quelqu'un qui avait besoin de confiance et le fait d'être dans une petite structure me permettait d'avoir un peu plus cette confiance et d'avoir un sens un peu plus profond peut-être dans ça, c'est pour le premier stage où ça s'est vraiment très bien passé, voilà, ça vous a plu, ça vous donnait envie de continuer. Le deuxième, et celui en entreprise, un élément dans un... Voilà, et je me sens un peu plus... Il y a des choses que je perds un petit peu, j'ai l'impression, dans le fait de vouloir faire du sens à ce que je fais. C'est l'analyse que j'ai a posteriori en tout cas, hein. C'est l'impression que j'ai. Le sens se perd parce que vous n'êtes plus qu'un élément du process de production et vous voyez mal les finalités peut-être. C'est ça, oui, tout à fait. Je pense que c'est ça, oui, tout à fait. En tout cas, ce qui fait problème, c'est le sens à ce moment-là. Oui. Alors comment ça se passe là? Parce que là, vous êtes ingénieur, vous avez le diplôme, vous avez fait le stage, vous savez faire, mais il y a une question de sens. Le sens n'est pas forcément au bout. Comment vous vous débrouillez avec ça alors mais justement aller travailler, parce qu'en plus vos parents vous ont aidé, etc. Vous l'avez dit, vous avez une dette, hein, forcément, ils vous ont aidé, donc vous avez une dette. Comment vous faites avec ça? Alors déjà, il y a deux choses différentes. C'est au niveau du contexte. Moi, je sors diplômé en 2008. Il y avait du coup un contexte un petit peu de crise, mine de rien, avec le fait que... La crise des subprimes, oui. Voilà, tout à fait. Et donc, les entreprises, il y a beaucoup d'entreprises qui recrutaient un petit peu moins. Et généralement, quand on fait un stage de fin d'année, normalement, on essaye de viser, en tout cas, c'est plus simple si on peut être recruté par l'entreprise qui nous donne des stages. Donc déjà, la première chose, c'est un petit peu qu'est-ce qui se serait passé si j'avais été recruté de base. Que serait-il donc passé? Que serait-il passé? Et je me demande, à mon avis, je n'aurais pas forcément eu de remise en question directe. C'est juste qu'à mon avis, il y a eu un concours de circonstances qui fait que des événements me forcent à avoir un retour, à me dire, mais et du coup, qu'est-ce que je fais? Je vais postuler du coup à droite à gauche. Ah, c'est cette crise, c'est-à-dire le retard à l'allumage, c'est-à-dire le fait que vous n'ayez pas trouvé un boulot tout de suite, peut-être, qui vous a mis en réflexion accrue? Oui, alors la question, c'est est-ce que j'aurais été actif tout de suite dans ma recherche, dans ma quête de sens, ou est-ce que j'aurais laissé une seconde chance? Vous voyez, est-ce que je me dis, finalement, c'est peut-être que j'étais un peu jeune encore, j'ai pas beaucoup d'expérience de la vie, en plus de... Oui, là, vous avez 23 ans par là, ouais. C'est ça, ouais, je finis 23, 24, je me souviens plus trop, 2008, ça doit être 24 ans, ouais. Donc là se pose la question m'est naturellement posée, puisqu'il faut que je fasse des démarches pour entre guillemets me vendre, c'est-à-dire faire postuler pour d'autres entreprises, essayer de montrer mes qualités, ce pourquoi je pense que je n'étais pas forcément très fort. Exprimer votre conviction de faire ce boulot. Exactement. en se posant des questions. Ouais. Exactement. La voie royale d'être dans une équipe et de
montrer ses qualités autrement que par quelque chose de plus immédiat, spontané. C'est-à-dire, on doit se vendre en quelques instants, alors qu'en 6 mois, il y a quelque chose déjà dans le rythme qui me correspond mieux. Comme je vous dis, je suis plutôt quelqu'un de lent. J'ai besoin un petit peu de faire mes preuves, de me sentir bien aussi. Je pense que c'est un petit peu ce qui me caractérise. Et donc déjà, en 6 mois, je pense que ça aurait peut-être été différent si j'avais directement eu une offre à la suite. À la suite du stage, ouais. Voilà. Bon. Comme je vous dis, j'aurais peut-être laissé une seconde chance. Je ne me posais pas forcément ces questions-là, mais la crise arrive, je n'ai pas de boulot à la suite, je dois faire mes démarches. Je constate, qu'est-ce que je constate? Que j'ai des difficultés à me vendre, à me dire, mais à me projeter dans ce job, parce que du coup, c'est aussi ça qu'il faut quand on essaye de se vendre. Moi, j'ai du mal à me... Qu'est-ce qui vous gênait quand vous projetiez? Parce que les circuits imprimés vous intéressaient, la question de la physique, la matière, le silicium, la façon dont le trafic pour aller plus vite, pour faire des plus, etc., vous intéresse. Et où ça butait pour la projection? En fait, je pense que ce qui m'intéressait le plus, c'est moins le côté appliqué à la microélectronique et plus le côté physique, le côté comment ça fonctionne, quoi. Qu'est-ce qui se passe, en fait. Ouais. Voilà. Et dès lors qu'on rentre dans un process, c'est quelque chose où mon objectif dans l'étude des sciences, c'était de comprendre un petit peu mieux les choses, un petit peu ce qui nous entoure. Une fois qu'on a compris, on fait. Et puis là, ça vous intéresse moins. Disons que ça peut moins m'intéresser si... vous voyez, dans un cadre de laboratoire, on a quand même des études où on essaye de creuser quelque chose, de toujours un peu mieux comprendre. Là on essaye de comprendre comment on peut mieux fabriquer, éventuellement, ou comment on peut améliorer les mémoires. Mais ça n'est pas, à mon sens, en tout cas, il n'y avait pas ce petit déclic qui me permettait de « Waouh, c'est super, je vais pouvoir essayer de comprendre un peu plus ». Vous n'aviez pas la flamme pour absolu, ouais. Et donc, comment ça se passe? Parce qu'il faut quand même aller bosser, ouais. Oui, tout à fait. Du coup, j'ai mis plusieurs temps, donc j'ai quand même donné pas mal de CV. J'ai eu quelques séances de, comment on appelle ça, de recrutement, enfin d'entretien d'embauche à la clé, quelques-uns, ouais, effectivement. Alors, mais ça n'a pas forcément fonctionné. Quand j'ai eu des euros, forcément, j'ai du mal à me vendre. Voilà, en fait. J'ai du mal à me vendre. Ouais. Et je pense que quand je ne sais pas faire, je le dis clairement et je ne mets pas forcément de forme. Il me semble, en tout cas à l'époque, c'est un peu ce qui... D'accord, ouais. Pas la flamme, et en plus, pas le fait de montrer aux gens que j'aurais la flamme, quoi. Vous voyez, c'est, on ne sait pas, on ne sait pas. Donc, le fait de remettre un petit peu trop en doute, quoi, je pense. Mais bref, en tout cas, au cours de cette année, il y a eu là où j'ai pu rebondir, c'est surtout effectivement dans l'armée. Il y avait des Attendez, voilà, vous faites un saut. Parce qu'après, il y a un poste. L'armée recrute des sous-officiers ou des officiers sous contrat pour 3 ans pour enseigner des mathématiques et de la physique. Voilà. C'est ça. Donc vous trouvez cette annonce. C'est ça. Il y a cette opportunité où je me dis, puis je me renseigne quand même dans l'armée pour voir un petit peu les postes disponibles. Et il y a ce poste, il y a des postes justement dans l'enseignement, notamment maths et électronique. Il y a eu à Toulon et puis il y a à Brest aussi. Et finalement, l'essai s'est transformé plutôt sur Brest. Et donc, je suis venu sur Brest en tant qu'officier sous contrat pour enseigner donc de 3 ans. C'est 3 ans et 2 mois, j'ai fait du coup. C'est des contrats courts, mais de 3 ans, où j'enseigne donc des maths et d'électronique à des personnes qui ont à peu près mon âge, en fait, entre 24 et 28 ans à peu près. C'est des niveaux... Alors, j'ai peur de me tromper dans les niveaux, parce que je perds la mémoire des fois, mais c'est BS, BM, donc c'est des niveaux bac plus quelque chose, en tout cas. Ouais. Et... Là, vos doutes se levaient, c'est-à-dire, vous avez quand même... parce qu'à l'armée, ça a marché, et pas dans les entreprises. Donc, vous avez réussi à vous vendre à l'armée parce que le poste était différent, parce que c'est un poste d'enseignement, ou parce que le contexte, l'armée elle-même comme institution, vous semblait plus propre à vous accueillir avec vos envies et vos questions de sens? Oui, alors je pense pas avoir fait de progrès dans mon sens de la vente au cours de... L'armée est exigeante aussi. L'armée, oui, tout à fait. Après, il y avait un besoin, je pense, dans ce domaine-là.
Et c'est un concours de circonstances aussi qui a fait que j'ai été accepté plus que d'autres, je pense aussi. Bon, pas que je faisais pas le job, mais à mon avis, il y a toujours cette problématique de comment se vendre qui était peut-être moins problématique à l'armée et où peut-être d'autres qualités ont été plus remarquées, tout simplement. Je pense. Oui, c'est ça. C'est pas les mêmes qualités, je pense, qui sont. Non, ils n'ont pas la même grille de lecture d'un candidat. L'armée ne vend rien déjà. Encore qu'il peut y avoir des commerciaux, mais ouais, c'est pas pareil, non. Oui, c'est pas pareil. Et en plus, c'était enseignant, c'était plus fabriquer des process, faire du management, etc. Oui. Puis je pense que ça me convenait peut-être mieux, effectivement, d'être dans ce... Et là, vous auriez pu rester parce que le contexte de cette institution vous gênait pas, le métier d'enseignant vous plaisait. Alors, mais vous n'avez pas renouvelé le contrat, vous auriez pu. Pourquoi donc ? Alors, j'en ai pas fait la demande, effectivement. C'est une question intéressante, c'est vrai, toujours de fouiller un petit peu ce qui s'est passé. Alors, je pense que il y avait deux choses, effectivement. Donc, j'ai été recruté en tant qu'officier sous contrat. Et c'était pas un prof qui était dans ce profil parce que justement il y avait deux parties. Il y avait la partie enseignement dans ce poste et la partie plus liée à ce que pouvaient remplir comme tâches les officiers. Donc en fait il y avait d'autres tâches qui allaient me mettre à l'eau. Qui vous plaisait moins, vous m'avez parlé de responsable hygiène sécurité. Voilà, HSCT, je me souviens plus de l'acronyme que c'est, mais effectivement. Et c'était quelque chose qui ne me correspondait pas trop. Et encore une fois, moi, j'apprécie enseigner les maths électroniques. Je pense que j'avais la qualité peut-être pour donner aussi, essayer de donner envie. En tout cas, c'est ce qui me plaisait. Vous voyez, d'essayer de montrer un petit peu pourquoi est-ce que ces matières sont importantes. Et, oui, c'est le rôle d'un prof, voilà, idéal, un bon prof. Ouais. Qu'est-ce qui peut nous donner envie de creuser dans ce domaine-là. Et ça me plaisait beaucoup, quoi. Essayer de trouver des moyens pour améliorer ma pédagogie, alors que je n'ai effectivement pas au départ de formation pédagogique. Hein. Mais bon, ça n'a pas suffi, et donc vous décidez de ne pas renouveler. Et là, vous vous orientez, comme avec une carte d'orientation. Et alors, il faut préciser, vous aviez déjà avant fait du Viet Vo Dao. Donc on arrive sur les arts martiaux, là. Vous aviez aussi rencontré le Qigong, je crois. Et même la méditation, je crois. Oui, tout à fait, oui. Et ça vous avait parlé, de manière vague, pas de manière professionnelle en tout cas. Et il se trouve qu'à Brest, il y a l'école Wushu qui est dirigée par Ringping Warin, qui est chinoise et qui est née là-dedans. Ses parents eux-mêmes étaient profs de Tai Chi, je crois. Et donc, vous venez vous inscrire là pour prendre des cours de Tai Chi, de Qigong et de Kung Fu. Et que se passe-t-il parce que j'ai l'impression que la balance se fait peut-être à ce moment-là. Oui, alors... c'est vrai, hein, vous faites bien de le souligner au niveau de mes attraits. Alors, j'ai pas fait d'arts martiaux dès mon plus jeune âge. Il y en a qui commencent beaucoup plus tôt que moi. Hein. Moi, j'ai commencé post-bac, après le bac. Avant, j'avais fait de la musique, en fait. Donc, pas forcément le temps pour d'autres activités. Et effectivement, donc, j'ai toujours eu cet attrait pour ces disciplines-là qui sont... ce qui m'intéressait, c'était pas seulement la discipline du corps, effectivement. C'était une discipline corps-esprit, on va dire corps-esprit, et puis les notions de chi, d'énergie qui me posaient déjà question à l'époque. Et effectivement, donc, quand je viens sur Brest, tout naturellement, je continue de vouloir approfondir un petit peu ces activités-là. Et je m'inscris donc à l'école Wushu Brest de Jeunping, comme vous l'aviez dit. Et donc, je pratique 3 ans en parallèle de mon poste à l'armée en tant qu'officier. Et la bascule ne se fait pas forcément tout de suite, mais effectivement, c'est vraiment une passion. J'apprends vraiment à apprécier encore d'autant plus les pratiques énergétiques chinoises, les pratiques internes, et le kung-fu aussi, hein, qui me conviennent vraiment, vraiment bien. Et donc, comment ça se passe ? C'est vrai que c'est difficile à dire au niveau des déclics. J'avais déjà par le passé un petit peu
on va dire, enquêté. En tout cas, je m'étais déjà renseigné sur la médecine chinoise. J'avais pris rendez-vous, essayé de voir un petit peu comment ça se passait au niveau des formations. Donc, en 2008, déjà, quand j'avais des difficultés à trouver du boulot. Mais je n'avais pas franchi le pas, effectivement. Ouais, là, on est en 2011. Donc là, à la suite de mon contrat donc, à la marine, on est en 2011-2012. Je finis en 2012, fin 2012, en septembre 2012, on va dire, septembre-octobre. Et donc, pareil, je sais que je ne veux pas renouveler mon contrat. Je ne sais pas encore ce que je veux faire. Je me dis, bah écoute, peut-être que tu vas essayer ingénieur, mais ça fait longtemps que tu es quand même en dehors du circuit, ça va pas être évident. Et puis, est-ce que ça va mieux marcher qu'avant? Est-ce que tu vas mieux savoir te vendre qu'avant? La réponse était non, puisque c'est pas des choses que j'ai encore renforcées dans mon ancien poste, puisque c'était encore quelque chose qui était plus lié à ma passion. J'essayais de transmettre avec mon niveau et ce que j'avais acquis dans mes études d'ingénieur. Et par le passé, j'essayais de transmettre ce que je pouvais en maths électronique appliqué à ce que les sous-officiers avaient besoin, bien évidemment. Donc c'était toujours lié à quelque chose qui m'animait en fait un peu plus profondément finalement. Je n'avais pas de qualité que j'étais obligé de développer. Donc la vente, je ne l'ai pas acquise non plus. La vente D'accord, ouais. Et là, bon, peut-être on va aller un peu plus oui, vite. pardon, ouais. Renping vous propose d'enseigner. Je ne sais pas par quoi ça a commencé, si c'est le tai chi ou le... Parce que je vous ai eu comme enseignant. J'ai commencé par le tai chi, effectivement, tai chi chuan. Et alors que vous aviez 3 ans de pratique, donc à la vue chez vous, quelqu'un déjà bien accompli dans sa discipline quand même. Oui. Ça c'est incroyable, je trouve. Oui, alors je sais, effectivement, il faudrait lui demander ce qui a fait le déclic chez elle, mais en tout cas, il y a pas mal de choses. C'est-à-dire que quand elle me propose d'enseigner, déjà, il y a quasiment un an qui a passé, en tout cas un an scolaire, donc 9 mois à peu près, un peu moins d'un an scolaire, 8-9 mois on va dire, et j'ai déjà essayé de voir ce que je voulais vraiment faire, et il y avait déjà cette idée de peut-être creuser dans le domaine de ce qu'on appelle peut-être le bien-être, en tout cas de prendre soin de soi et de voir ce que je pouvais faire. J'avais déjà justement un pied dans le Qigong. Et donc, quand elle me demande un petit peu où j'en suis de mes projets, quasiment à la fin de cette année scolaire, donc on va dire, je ne sais pas, c'est peut-être en avril ou en mai, j'avais déjà un petit peu en tête ce que je voulais faire. Et je lui dis, bah écoute... Et là, vous ne travaillez plus depuis l'armée depuis 6 mois, donc il faut penser à la suite. Ouais. C'est ça. Je précise aussi que vos droits sociaux vous donnent... et Pôle emploi vous permet de vous accompagner 2 ans... vous permet d'avoir un financement pendant 2 ans pour faire une réorientation. C'est ça, c'est le droit au chômage. Quoi, ouais. Voilà. Et en plus, vous aviez des économies. Ouais. Donc, vous avez un petit matelas qui vous permet quand même là, d'hésiter et de prendre le risque d'aller vers une nouvelle voie totalement. Renping vous met le pied à l'étrier en vous proposant un poste d'enseignant de tai chi ou qigong. C'est ça, tai chi, ouais, au départ. Et vous décidez de vous inscrire à l'école Cèdre, là, qui fait de la médecine chinoise, c'est ça? C'est ça, ouais. Donc, comme je vous disais, le projet, c'était naturopathie ou médecine chinoise. Étant donné que je faisais du Qigong et du Tai Chi et que, du coup, Renping me propose d'intégrer son école en tant que cadre, en tout cas, de quelqu'un qui va enseigner, du coup, le choix, c'est un peu plus orienté vers la médecine chinoise pour faire un petit peu sens, puisque le Qigong fait partie de la médecine chinoise, en tout cas, le pan santé du Qigong. Et donc, je m'inscris au Cèdre. J'essaye de m'inscrire pour la rentrée qui suit. Ça s'est décalé un petit peu. Et donc, je prends le cursus. Et effectivement, la question de l'argent, du financement se posait. Et puis, j'ai un petit peu regardé un peu comment je pouvais jouer, entre guillemets, à l'équilibriste. Donc, il y avait Pôle emploi, les droits au chômage. Il y avait mes réserves aussi du passé, entre guillemets, de mon emploi avant. Le fait que je n'avais pas forcément beaucoup de besoins en voyage. Je ne voyageais pas beaucoup. Et voilà. Le salaire, il n'est pas énorme, mais vous étiez quand même un peu payé à l'école de Wushu pour enseigner. C'est ça, oui. Alors, peut-être pas forcément dès le départ, mais... si, je crois que j'ai toujours eu... quelquefois, ça se fait, si vous voulez, en arrangement au départ. Oui. Et puis après, effectivement, il y a un emploi... c'est en tant qu'auto-entrepreneur, tout simplement, d'ailleurs, que ça se fait. C'est-à-dire, les élèves que j'ai,
Mhm. Il y a juste un cadre structurel avec une école, et nous, après, on est en tant qu'auto-entrepreneur, et puis en fonction du nombre d'élèves qu'on a, on a une paye. D'accord. Et donc, il y a cet aspect-là qui rentre en compte. Et pour moi, c'est effectivement important de savoir que je vais pouvoir me projeter aussi et d'avoir cette activité qui va me permettre de compenser un petit peu et de ne pas avoir rien pendant que je me Oui. forme effectivement à la médecine Et chinoise. qui en plus vous place au milieu d'un public aussi qui pourrait, enfin qui s'intéresse à ces questions C'est ça, tout à fait. Ouais. qui adhère au discours fondamental de la santé, de la médecine chinoise, à partir C'est ça. non pas de... Enfin bon, on va y aller, je ne vais pas faire le cours à votre place. Mais ça me va, ça me va. Voilà, l'idée de qui déjà, c'est déjà, faut déjà l'admettre, cette idée. Et donc, ça dure 3 ans, l'enseignement. Donc, à ce moment-là, c'est à Nantes. Oui, tout à fait. Ouais. Et comment ça se passe? Alors, l'étape suivante, qui est quand même l'installation. Vous allez, à un moment, l'objectif, c'est de s'installer comme thérapeute en médecine traditionnelle chinoise. Comment ça se passe à ce moment-là? Oui, alors, de toute façon, c'était mon objectif de départ qui s'est dessiné, c'était d'avoir quelque chose qui se construisait autour de la pratique, donc de la médecine chinoise, et puis de l'enseignement du tai chi et du qigong, puisque ça se dessinait comme ça. Et puis, plus les ans ont passé, plus j'avais un peu plus de place. Genping m'accordait plus de place, j'avais de plus en plus de cours. Je basculais aussi sur le qigong. Je me formais en parallèle, que ce soit en qigong aussi. Je n'avais pas seulement la médecine chinoise. On peut peut-être d'ailleurs à ce stade une petite parenthèse sur le lien entre médecine traditionnelle chinoise et qigong. Et tout à l'heure, vous avez parlé de arts martiaux internes et externes. Externe, ça serait le kung-fu. Interne, ça serait le tai chi. Un mot là-dessus pour voir la cohérence entre le passage, enfin pour comment vous marchez sur 2 pattes, Oui. le qigong et la formation de thérapeute. Ouais. Alors, pour faire court, pour faire simple, déjà, la médecine chinoise, on considère traditionnellement qu'il y a 5 piliers, c'est-à-dire 5 outils qui vont nous permettre de résoudre les problèmes qui nous sont posés. C'est-à-dire, vous allez avoir le pan plus qui va être lié, on va dire, à l'entretien de la santé, grossièrement. Donc, c'est la diététique, l'alimentaire et le qigong, c'est-à-dire les mouvements que l'on va pouvoir faire pour finalement entretenir sa santé. Vous allez avoir la pharmacopée, qui est un pendant un peu plus précis de la diététique, c'est-à-dire se soigner par des plantes, en l'occurrence des plantes du coup issues de la tradition chinoise, avec des méthodes de préparation un peu particulières. Et vous avez l'acupuncture aussi qui rentre dans ce cadre, et les massages, donc les massages Tuina, puisque Tuina, donc c'est les massages chinois, pardon. Donc ça, c'est les 5 piliers. Vous voyez, on peut considérer que, pour être un peu grossier, que vous avez des pans qui sont plus liés à l'entretien de la santé, diététique et qigong. Ce qu'en médecine classique, on appelle la prévention. Oui, on pourrait avoir cet aspect-là, effectivement, prévention, ouais. Ça ne va pas forcément avoir les mêmes méthodes, c'est-à-dire que nous, on n'a pas forcément d'analyse pour ce faire, c'est pas nos moyens d'action, mais c'est surtout que l'on pense qu'avec des mouvements spécifiques et en fonction de notre corps, de tout un tas d'analyses que l'on a, le cadre de la lecture de la médecine chinoise, on va s'orienter soit sur des enchaînements qui vont être globaux par rapport au qigong, j'entends, qui vont permettre d'avoir finalement de taper un petit peu l'ensemble du panel pour être en bonne santé. Et quelquefois, on sait qu'au départ, peut-être qu'il faut un peu plus appuyer sur tel ou tel mouvement si on voit qu'on a un certain déséquilibre. Mais ça nécessite une certaine finesse et une certaine écoute de la part de la personne qui pratique, ou de la part de la personne qui va vous conseiller par rapport à des mouvements spécifiques. Voilà. Ça, c'est le pan de Qigong, et c'est le pan aussi lié à la diététique chinoise ou à l'alimentaire chinoise. C'est-à-dire, c'est le même principe, c'est-à-dire qu'on essaye d'avoir quelque chose de global qui va vous permettre de pas faire entre guillemets de fautes dans le sens de la santé. C'est pas une faute, c'est pas bien ou mal, c'est dans un cadre d'un objectif de bonne santé. On essaye d'avoir quelque chose qui est cohérent pour tous les jours, d'avoir quelque chose qu'on appellerait peut-être d'équilibré. On va parler plutôt d'harmonie, nous, je pense, dans les disciplines chinoises. En tout cas, c'est comme ça que
que je l'intégrerai. Alors, les différences entre mots sont peut-être anodines, mais quand on est fin, on a quand même quelque chose d'important. C'est-à-dire l'harmonie, on considère que dans notre corps et dans notre être, nous avons une diversité de choses, d'énergie, on pourrait dire peut-être, en tout cas d'éléments, de dynamisme qui vont s'exprimer. Et il faut qu'il y ait une harmonie générale qui se dégage. Par exemple, le chaud et le froid, c'en est une. Il faut qu'il y ait quelque chose qui se mélange. Il ne s'agit pas d'avoir les mains froides, le corps chaud, et puis vous voyez, c'est quelque chose qui se mélange, une harmonie générale. Donc, oui, penser à la fois le global et le local en permanence, en même temps, et de voir quelle cohérence cela nécessite. Exactement. C'est pour ça que ça se pense en termes de déséquilibre, souvent équilibre-déséquilibre. C'est ça, l'harmonie qui est forcément quand vous êtes plus en harmonie, il y a un déséquilibre par rapport à cet état harmonieux, on va dire. Et donc, vous allez essayer de rééquilibrer les choses en sachant que, de toute façon, notre vie nous amène on n'est pas dans un vase clos, on nous amène de par plein de choses différentes, les émotions qui vont nous amener à des déséquilibres. Donc, on va essayer de voir comment on peut réharmoniser les choses, tout simplement. Et donc, ça passe pas forcément par le Qigong ou par la diététique, mais ce sont des choses qui, parce que dans la médecine chinoise, on considère que cette théorie, c'est tout simplement, nous sommes entre guillemets 3 dimensions, c'est-à-dire qu'il y a 3 choses qui nous structurent. C'est ça, il y a le corps, notre partie matérielle, il y a tout ce qui est plus lié à notre esprit, à notre construction mentale, à tout ce qui est de l'ordre de l'émotionnel peut-être, et le dynamisme interne qui est ce qu'on appelle le chi, effectivement. Voilà, le côté qui est traduit plus par énergie et qu'on peut traduire aussi quand on est un peu dans les domaines du Qigong. Moi, je préfère le terme de souffle interne, par exemple, quand on est dans le domaine du Qigong, parce que ça amène quelque chose qui est un peu... matériel. Voilà, matériel ou de circuit, en tout cas. En tout cas, souffle interne, vous voyez, ce quelque chose, c'est quelque chose qui nous est un peu mystérieux. C'est-à-dire qu'on comprend qu'il y a quelque chose, mais c'est quelque chose qui est un peu différent de l'énergie. Énergie, oui, c'est plus précis. Enfin, c'est pas plus précis, mais c'est plus imagé peut-être. Pour nous, en tout cas, en tant qu'occidentaux, le mot énergie, on va pouvoir plus facilement coller des choses qui ne seront d'ailleurs pas forcément... oui, on peut se tromper. Avec les métaphores, il y a tous les risques de se tromper. Ouais. Par rapport, en tout cas, au chi, au concept précis, c'est pas forcément toujours ce qu'on va y mettre dedans, quoi. Mais c'est l'avantage d'une culture. Ouais. Voilà, c'est ça. Ouais. C'est l'avantage de scinder, par exemple, en Qigong, qui est une pratique corporelle, d'amener quelque chose d'un peu plus mystérieux. Ça nous permet quand même d'avoir toujours un doute par rapport à une discipline qui est fondée sur les sensations. C'est-à-dire, quelles sont les sensations qui sont censées être justes et fausses, si on est sûr de ce qu'on vit et de ce que c'est, entre guillemets, bon par rapport à notre discipline, il y a plus de part au doute. Donc, est-ce qu'on peut évoluer dans quelque chose que l'on a consolidé ? Vous voyez, c'est un peu... Et donc, le part de mystère nous permet justement de toujours avoir ce côté un peu... explorateur, effectivement. Et par contre, dans le côté médecine chinoise, quand on explique des choses aux personnes, c'est important d'avoir dans cet aspect théorique, du coup, qui peut être facilement éthéré, une théorie, d'avoir quelque chose d'un peu plus précis, en tout cas qui parle un peu plus, en sachant qu'il y a des défauts, de l'utiliser aussi le terme énergie. Mais vous voyez, il peut y avoir des utilisations qui est un choix personnel aussi, un choix subjectif, puisque le meilleur mot, c'est chi, c'est pas énergie et c'est pas souffle. D'accord, oui. Là, on arrive justement à... C'est bien, on a fait la transition. Il y a le parcours, il y a la transformation, on l'a vu. Il y a la formation, on l'a vu. Chez vous, il y a vraiment les 2 pieds. Hein. Il y a l'école, la théorie, pratique de thérapeute et le Qigong qui est très central chez vous. Et à un moment, vous vous installez avec votre certification du CEDRE, donc qui est cette école. Hein. Et comment ça se passe à ce moment-là ? Parce que c'est rien d'évident. Je mets ma plaque en marbre. Yvan Vellard, thérapeute médecine traditionnelle chinoise. Comment ça se passe pour que des gens viennent, pour que vous consolidiez votre confiance, que vous commenciez à pratiquer comme thérapeute et non plus comme enseignant de Qigong ? Déjà, ce qui est intéressant, c'est de voir l'installation et après les routines. Alors, attention, routine, c'est un mot qui a pas mal de signification, mais les routines au sens des choses qui reviennent, qui sont un peu solides pour pouvoir avoir un quotidien dans son métier. Ouais. Donc, installation et puis ces gestes du thérapeute qui fait
On dit MTC, c'est ça, médecine traditionnelle chinoise. MTC, ouais. Enfin, c'est un acronyme comme un autre. Ouais, comme un autre. Alors, allons-y. Alors, sur l'installation, comment ça se passe? Et puis après, les gestes du métier, ouais. Alors déjà, l'installation, à la suite de mes 3 ans, moi j'ai besoin d'acquérir un peu de confiance par rapport à ça. Et donc, il y a des stages au CEDRE qui sont organisés pour justement, il y a la partie pratique clinique où on est avec une personne, on accompagne tout simplement quelqu'un qui est déjà installé en fait. En l'occurrence, là, c'était le directeur du CEDRE. Vous faites un stage quelque part, quoi. Enfin, chez un médecin, chez un thérapeute. Un stage, c'était un stage, je me souviens plus du temps, mais c'était 6 jours, je crois, pour voir un petit peu comment ça se passe. Et dans le cas, donc déjà aussi par rapport à des pratiques, normalement, on est censé, il faut s'entraîner aussi sur soi pour comprendre ce qui se passe chez les autres. Donc, il y a cette part-là. Et il y a aussi un clinica que je fais, donc c'est un clinica en Inde, et où justement on suit un petit peu aussi une personne qui a de l'expérience, qui est déjà installée, qui est dans un cadre... Et qui lui est issu des mêmes écoles, des mêmes formations, de la même tradition, ou qui vient de quelque chose qui est plutôt... Non, c'est de la même tradition, effectivement. Donc pareil, il y avait... donc le directeur du CEDRE, qui s'appelle Patrick Chan, et il y avait une autre personne qui était issue de la formation et qui était installée depuis un certain temps aussi. En Inde. Donc on l'a fait effectivement en Inde, c'était à Dharamsala. C'est pas pratique d'aller en Inde? Il y avait un intérêt d'aller, de le faire en Inde plutôt qu'à Brest. C'était alors c'est vrai, il y a peut-être des questions qui sont à poser par rapport plus à l'organisation. Pourquoi là-bas? En tout cas, moi, j'appréciais beaucoup le contexte, c'est-à-dire que ce qui m'a fait choisir cette école aussi, c'est qu'il y avait un contexte humanitaire. Patrick Chan avait une association qui s'appelle les Humanidays, je crois que c'est Humanitrad, oui, pardon. On le voit sur son site. Ouais, voilà, ouais. Humanitrad. Et moi, c'est un peu ce qui m'a fait choisir cette école. Et donc, j'avais déjà, quand je m'inscrivais, cette idée d'aller en Inde. Donc, ne se posait pas forcément la question de pourquoi aller à Brest. Je l'avais déjà intégré que c'était une expérience qui était intéressante. Donc, on a passé 2 semaines à pratiquer là-bas, sous l'œil justement de ces personnes expérimentées. Et c'est à la suite de ça que je me suis senti déjà un peu plus rassuré sur mes capacités pratiques. Oui, je crois que vous soignez essentiellement, beaucoup de genoux, je crois, parce que c'est les grands marcheurs. Oui. Une population qui transportait à pied des choses et qui s'abîmait les genoux. C'est ça, dans un contexte de montagne aussi, donc avec des problématiques de froid et d'humidité qui peuvent être assez marquées, où le chauffage n'est pas forcément d'aussi bonne qualité qu'ici. Ouais. Donc forcément, il y a des problématiques, puisque la médecine chinoise est très liée à quelque chose de l'ordre des climats. Et donc, on est sensible au déroulement des saisons par le froid, la chaleur qui va possiblement nous poser problème. Oui. Le froid qui va gripper plus facilement, l'humidité aussi. En Bretagne, les rhumatismes. Voilà, exactement. Ouais. Et donc... voilà, ça c'est le contexte un petit peu qui m'ont donné un petit peu plus d'assurance. L'autre chose, c'est que moi j'ai toujours des difficultés, ça n'a pas changé pour me faire ma pub à l'époque. Mais le contexte qui était favorable et que j'avais de toute façon perçu, c'est que de toute façon, comme je vous dis, moi je suis plutôt quelqu'un de lent. Je vous en avais parlé par rapport à ce stage de 6 mois. Et là, ça fait plusieurs années que j'enseigne dans un cadre de pratique chinoise aussi, pratique énergétique. L'école de Wushu, il y a une centaine d'adhérents. Voilà, où je suis quand même plutôt connu. J'ai l'impression que les personnes me reconnaissent pour avoir donné quelque chose de plutôt... en tout cas, qui leur convenait. Oui, je confirme, parce que moi, je suis vos cours, je confirme. C'est gentil. Et du coup, dans ce cadre-là, ce sont des personnes qui sont déjà habituées à ces concepts-là dont on parle, de chi, qu'il faut quand même faut percer un petit peu ce côté culturel. Il faut avoir une autre façon de penser aussi. Et même, il pratique, c'est-à-dire... parce que l'enseignement amène à éprouver ces sensations bien mystérieuses, mais qui ont quand même une matérialité, au moins dans la sensation. Si on peut dire qu'une sensation a une matérialité, en tout cas, quand on le vit, on l'a. Ouais. Tout à fait, oui. De toute façon, le chi se repose sur, pour le ressentir, ça se repose sur notre structure physique, sur un ajustement postural aussi. On parle de méridiens, vous savez. Les méridiens, c'est quoi? C'est des canaux de circulation, on peut le traduire comme ça.
Et c'est là où circule ce fameux chi. Mais les canaux de circulation, c'est quelque chose qui est censé, comme quand vous regardez, les canaux de circulation, c'est réel. Enfin, c'est une structure, on pourrait dire des tuyaux, par exemple. Donc, c'est de la matière dans laquelle quelque chose circule qui est de l'ordre de l'immatériel. Mais du coup, on se base sur quelque chose de matériel, notre corps, et on affine cette différente posture, cette justesse posturale pour faire en sorte que le chi puisse s'écouler là où on veut. Qigong, c'est le travail du chi. Ouais. C'est une mécanique des fluides un peu. On pourrait l'intégrer comme ça, effectivement. En tout cas, on pourrait le conceptualiser comme ça pour essayer de le ressentir. C'est une voie d'approche intéressante. Ouais. Donc, pour revenir Oui, c'était l'installation, pardon. à l'installation, le milieu de... Combien il y a d'adhérents à l'école Wushu? Alors, c'est un peu fluctuant, mais on a toujours été dans les 300 à peu près. Ouais. À 300, moi je disais 100 tout à l'heure. 300, d'accord. Ouais. Donc, 300. ça fait une population. Là, il y a déjà. le 100 qui était positif, mais il manquait le 3. Ouais. Ça... Et en plus, il y a beaucoup de personnes qui ont déjà vécu, qui auront un certain âge. Oui, tout à fait. En Qigong, enfin, c'est mon cas. C'est pour ça que j'y suis arrivé d'ailleurs. Et donc, il y a des gens qui ont des besoins en matière de santé. Ouais. Et donc, dans ce vivier-là, finalement, vous commencez à trouver des personnes qui estiment que vous pouvez les aider dans leur santé. Ouais. C'est ça, ils savent que j'ai fait un clinica, ils savent que j'ai une formation, donc ça s'est fait plus ou moins naturellement. Je commence à avoir déjà des personnes, et puis après, moi, je fais pas forcément ma pub, c'est-à-dire que je m'appuie surtout sur le bouche à oreille. Ça me permet de commencer doucement aussi mon activité et de continuer à me questionner sur à creuser en fait la formation que j'ai, tout simplement. Oui. Et à continuer de me former aussi, d'acquérir cette pratique de Qigong. Pour moi, alors c'est quelque chose qui est important, c'est à la fois un pilier, le Qigong de la médecine chinoise, mais c'est aussi ce qui nous permet de ressentir ce qu'on est censé déceler. C'est-à-dire que, je vous dis, on essaye de pratiquer sur nous, entre guillemets, pour avoir une certaine forme de matérialité, et comme vous dites, de quelque chose de concret. Mais la pratique du Qigong, c'est ça, quand on veut... c'est difficile d'imaginer un thérapeute MTC qui ne ferait pas de Qigong parce qu'il n'aurait pas aiguisé ses sens par le Qigong. Je pense que c'est pas forcément l'opinion de tout le monde. Ouais, c'est pas forcément l'opinion de tout le monde. Moi, je pratique donc bien sûr avec Zhenping. J'ai aussi beaucoup été formé, beaucoup été influencé par une personne donc, qui s'appelle Zhang Minliang, un maître de Qigong chinois, qui pratique aussi la médecine chinoise, mais en Chine, du coup. Et cette personne, c'était quelque chose, un conseil de l'ordre d'un conseil qui est resté très profondément. Lui, il considère que si vous voulez faire de la médecine chinoise, mais c'est dans le cadre de son école à lui, bien sûr. Oui, c'est ça. Oui. Il est intéressant de faire du dans Qigong. Une tradition, dans une tradition, oui, tout à fait. C'est l'école Hemei, donc la montagne Hemei-Shan. Et donc, lui, il considérait ça, et effectivement, pour moi, ça fait sens, mais c'est mon parcours spécifique, et c'est ce qui me permet aussi d'avoir un peu plus de force dans ce que je dis, parce que j'ai l'impression de ressentir les choses, vous voyez, Oui, bien sûr. de ressentir ce que je dis. Et c'est plus facile pour moi de me projeter, entre guillemets, et de conseiller justement des exercices de Qigong, parce que je les ai un petit peu éprouvés dans mon expérience. Moi, ça nous permet d'aller un peu plus loin, là, justement, sur l'étape supplémentaire qui est le quotidien d'un thérapeute. Et on ne va pas faire un cours de médecine chinoise en quelques minutes, mais vos points d'appui... Il faut aller au Cèdre pour ça. Oui, voilà, il faut aller au Cèdre. Moi, je conseille d'y aller. J'y étais tout à l'heure. Un peu tard. Au niveau du site, site internet. Sur le site, il explique pas mal. Il y a même des vidéos et tout. Oui, il est très... C'est bien fait, ouais. Vos piliers, donc on a déjà les 5 piliers de la médecine chinoise, et vos piliers à vous, vos outils, on va parler d'outils, ça devient concret. Quels sont-ils? D'une part, si on fait un parallèle avec la médecine européenne, un diagnostic, pour faire un diagnostic. Ensuite, pour mettre en œuvre une thérapie. Et le dernier point serait pour mesurer ce qui s'est passé avec ce diagnostic, cette thérapie et ce qui se passe. Ok, il ne faudra pas me couper du coup. Ouais, là je vais vous couper forcément, mais bon, on a un peu de temps, on a encore 20 minutes. Ouais. Je vais essayer d'être... c'est pour les gens qui sont pas au courant. Oui. Faut parler. Juste, en fait, c'est juste pour voir quel métier c'est, qu'est-ce que vous faites, quoi. D'accord. Donc là, on parle du pan pratique en cabinet. Ouais, c'est ça, on est d'accord. Ouais. Alors, j'insiste sur ça, on parle de ce pan-là, mais pour moi, les deux pans sont vraiment très importants par rapport à ma pratique. C'est-à-dire que si je n'avais pas eu, si je ne donne pas de cours à cette école,
je pense que je me sentirais moins légitime. Mm. J'aurais moins de confiance. Vous voyez, vous parliez de confiance Oui, avant. oui, oui. C'est une part importante, parce que c'est déjà un contact avec cet aspect-là. Vous n'auriez pas développé votre machine sensitive C'est ça. Hein. Il faut savoir ouais. qu'effectivement, dans certains livres de massage Tuina, hein, pour acquérir une certaine sensation au niveau des mains, le Qigong semble être un outil important. Moi, je n'avais pas forcément beaucoup de sensations de Qi, puis je remettais beaucoup en question. Cet aspect-là, c'est quelque chose que j'ai développé avec le Qigong et avec le Tai Chi. Je précise, je me permets, on est à la radio, on n'est pas à la télévision. Là, Yvan a mis sa main devant lui et a effectué une sorte de danse avec une souplesse invraisemblable. C'est comme si vous aviez des phalanges supplémentaires. Et on voit effectivement, ça se passe par la main, enfin par la sensation interne et par la main aussi. Ouais. C'est ça, naturellement, quand on est après amené à prendre en charge des personnes dans le cadre de la médecine chinoise, il y a beaucoup de choses qui passent par le côté manuel. Donc que ce soit les points d'acupuncture, la stimulation des points d'acupuncture, que l'on peut faire aussi avec de l'acupression ou avec aussi le fait d'amener de la chaleur de la main. Alors, ce sera difficile de faire des parallèles parce que moi, je n'ai pas eu ce don de magnétisme, voyez, mais il y a beaucoup de personnes qui me disent « Ah, mais c'est du magnétisme que vous faites ». Je ne sais pas. Moi, ce que je sais, c'est que j'ai pratiqué le Qigong qui m'a amené à avoir quelque chose qui vient dans les mains, tout simplement, de par une énergie, une vitalité interne. Et ce qui vient dans les mains, du coup, je peux des fois m'en servir à profit. Si j'ai les mains froides, je ne le fais pas, parce que du coup, a priori, ça ne s'est pas déclenché. D'accord, ouais. Mais par contre, ça m'arrive fréquemment en cours de séance d'avoir les mains qui se réchauffent. J'ai plutôt tendance à avoir les mains froides de base. Je veux dire, ça, c'était mon truc, hein. Et avec la pratique, il est très fréquent, de toute façon, une fois que j'ai fait le Qigong, d'avoir quelque chose, l'ensemble du corps qui se réchauffe. On parle d'harmonie, vous voyez, le chaud et le froid qui se mélangent. L'objectif, c'est pas avoir du chaud à un endroit et du froid à l'autre. Donc, si on revient sur le diagnostic, parce qu'en fait, je vais un peu vite. Le diagnostic, c'est d'abord une discussion, je crois, c'est ça, hein. Vous avez 4 pans, c'est ça. On considère qu'il y a 4 pans pour se fonder un petit peu son idée sur la nature du problème. Que la personne qui vient nous propose en fait, hein. Elle vient avec des demandes et puis on essaye de elle vient avec des douleurs, avec un manque, avec quelque chose. C'est ça peut être des douleurs, ça peut être des problèmes de sommeil, ça peut être pas mal de choses. Et donc nous après on essaye d'évaluer ce qu'on peut apporter par rapport à ça dans le cadre de nos connaissances spécifiques. Le cadre médecine chinoise. Voilà, et puis des outils qu'on propose, parce que les outils peuvent avoir aussi des limites, bien évidemment. Un peu comme si on essaie avec un tournevis d'abattre une cloison, ça va être un peu problématique. Ça, Donc il faut savoir bien utiliser son outil et l'utiliser en sachant qu'est-ce qu'il peut proposer par rapport à un cadre spécifique. Et si ce n'est plus de notre... si on voit qu'on est dépassé... et le fait d'être dépassé, c'est quelquefois juste nos limites personnelles. C'est pas forcément la médecine que l'on applique. On est d'accord. Des fois, on peut pas tout maîtriser non plus. On a toute une vie pour ça. C'est bien. Donc, le diagnostic, généralement, on considère qu'il y a 4 phases. Donc, il y a la phase d'observation, c'est-à-dire que la façon dont la personne se comporte, marche, parle, ce sont déjà des son corps, déjà, comment il bouge. Ouais. C'est ça, comment il bouge. La posture, on parlait de la posture, mais bien évidemment, une personne qui va avoir... vous savez, on parle c'est des choses qui nous accompagnent aussi ici dans notre culture, se tenir droit à table, par exemple. Ça, ce sont des choses qui favorisent bien évidemment la digestion, parce que vous libérez de l'espace au niveau du ventre, tout simplement. Et l'espace, c'est des capacités de transformation. Si vous êtes avachi, il y a beaucoup moins d'espace disponible. Ça, c'est dans un concept de transformation et de dynamisme, de chi. Cette posture droite mais détendue, c'est pas droite raide, mais droite mais détendue. Et c'est difficile d'avoir les deux, hein, droit et détendu. Ça peut être la posture militaire. Voilà, c'est ça. Le torse bombé et tout raide de partout. Qui finalement contracte les abdos et qui, du coup, dans cette contraction, n'apporte pas plus d'espace au niveau de la digestion. Vous voyez, c'est des concepts un peu particuliers, mais c'est pour vous dire que la posture nous donne quand même des indications sur des problématiques qui peuvent être... Autant, voire plus que le discours de la personne qui vient. Alors, la problématique de l'interrogatoire, effectivement, c'est que il faut déceler, c'est toujours pareil, la part de subjectivité c'est toujours dur de s'évaluer soi-même quand on se... Et donc, effectivement, dans l'interrogatoire, il faut essayer d'avoir le regard un petit peu détaché
ce qui est difficile d'ailleurs au départ, parce qu'on peut facilement projeter facilement, et puis ne pas prendre de distance aussi par rapport à ce qui nous est dit. Vous voyez, on voit bien, par exemple, une douleur, qu'est-ce qu'une douleur, une vive douleur et une douleur un peu plus faible. Il y a des personnes qui sont dures au mal et d'autres qui sont... Donc déjà, ça, c'est un peu... il faut savoir le distinguer, quoi. Si une personne dit « non, ça va, je gère », et puis qui se recourbe en deux, forcément, ça donne des indications un peu plus marquantes. Voyez. Okay. Donc ça, c'est la part d'observation qui complète, mais ce n'est pas des phases distinctes. C'est-à-dire que vous allez avoir observation, l'interrogatoire. C'est-à-dire quand vous estimez que vous avez besoin de plus d'informations pour vous faire votre idée, en gros, on essaye d'être à la place de la personne. C'est-à-dire on essaye de vivre ce qu'elle vit, entre guillemets. Il y a une forme d'empathie, Il y a une forme d'empathie, et encore une fois, c'est là où moi, la part de Qigong me sert beaucoup, et cette part de connaissance interne, c'est de voir, parce qu'on est tous des êtres humains, on n'a pas les mêmes problèmes, mais on est tous des êtres humains avec, a priori, des fonctions similaires, des équilibres différents. Et donc, cette part d'art interne nous permet quand même aussi de voir quelles sont nos difficultés, quelles sont les difficultés qui ont été vécues, et d'essayer de percevoir ce qu'on peut résoudre. Vous voyez cet aspect-là. Bon. Et après, donc, à la phase pratique, en sachant que c'est itératif. Observation, interrogatoire, palpation et auscultation. Ce sont les 4 phases du diagnostic qui se mélangent et qui quelquefois, on a besoin de plus on a une question qui nous vient, forcément, c'est pas parce que c'est plus la phase qu'on va pas la donner, quoi. Vous voyez, c'est quelque chose qui se nourrit, quoi. Oui, bien sûr. C'est une enquête, quoi. C'est ça, ouais. Et après, donc, ça peut se traduire par des acupressions, par des mouvements de Qigong que vous conseillez aux patients. Voilà, alors que généralement, vous faites avec lui. Ce que je fais, moi, c'est toujours, effectivement, il y a une phase où on installe la personne dans une table type de table de massage, tout simplement. Oui, de kiné, ouais. Et ça va nous donner aussi des informations. C'est-à-dire que, comme je vous dis, chaud-froid, par exemple, ça me vient fréquemment de comparer la différence de température entre les mains et le ventre. Ah oui. Ça m'arrive fréquemment aussi de sentir la température du ventre. Il y a des personnes qui, quand vous posez la question, est-ce que vous êtes plutôt frileux, est-ce que vous avez plutôt des sensations de chaud ou de froid, ils vont vous répondre non, ça va bien, j'ai plutôt chaud. Éventuellement, les mains, on va vous dire. Et puis, quelquefois, ça m'est arrivé de palper le ventre et de m'apercevoir qu'il y avait une différence de température. Du froid plutôt au niveau de l'estomac. Quelquefois, ce n'est pas forcément le cas, mais c'est un exemple parmi tant d'autres. Et que la personne se sente... ah bah oui, votre main est chaude. Ah bah ça veut dire qu'effectivement j'ai froid. Bah oui, vous voyez là, je mets la main sur le bas-ventre et vous n'avez pas cette sensation de chaud. Ah bah oui, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que vous avez une différence de chaleur, a priori, et ça se joue, c'est pas les mains par rapport au ventre, c'est déjà dans un étage différent. Il y a une harmonie qui ne se fait pas. Vous voyez, il y a un mélange qui ne se fait pas. Ouais, donc ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est de l'ordre d'un blocage. Nous, en tout cas, c'est comme ça qu'on l'appelle. C'est ça, c'est un mot-clé dans le ki. Oui, tout à fait. Que ça peut être bloqué, Donc il faut débloquer. S'il y a une bonne circulation, a priori, il ne devrait pas y avoir de différence de chaleur si tout se mélange. D'accord, oui. Ce qui est plutôt normal. C'est de la physique, là, de bien base. Évidemment, voilà, c'est ça. Bien évidemment, si vous mangez une glace, il est normal que le corps puisse faire le mélange et que les premiers temps, il y ait du froid qui puisse peut-être s'évacuer, enfin se manifester. Mais vous voyez, c'est des mélanges, c'est de la dynamique, quoi, de la dynamique thermique, on va dire. Oui. C'est de la, comment on appelle ça, la thermodynamique. Voilà, et après, il n'y a pas d'équation pour le formuler par rapport à cet aspect-là spécifique, mais c'est des sensations qui sont ressenties et qui sont plutôt cohérentes. On a du froid, on a du froid, oui, a priori, c'est froid. Et donc ça, c'est la table de massage, on palpe les personnes, ça continue de nous donner des informations, et puis après, effectivement, en fonction de ce que l'on a décelé et de la nature du problème pour lequel on vient, on va essayer de Là, vous avez un petit panel d'acupression, de ventouses. C'est ça, sur la base de la théorie donc, des méridiens et des points d'acupuncture. Donc, on a des points d'acupuncture qui ont des rôles spécifiques, et donc, en fonction de la nature du problème, on va stimuler ces points particuliers pour réguler, en sachant que les points d'acupuncture ont ce pouvoir entre particuliers du corps, justement par rapport à cette théorie du système des méridiens et de la circulation du chi. C'est-à-dire quelque chose qui, vous avez un problème là, peut-être que en régulant à un autre endroit, ça va résoudre le problème. D'accord, ouais. Bon, on va pas aller plus loin sur la médecine chinoise parce qu'on n'a pas le temps, c'est dommage. C'est très bien. On le voit là. Je suis déçu. On le voit très bien. On voit très bien votre métier. Et peut-être, parce que là, le temps tourne,
Un point sur les difficultés. Parce que moi, ce qui m'intéresse quand même, c'est pourquoi le boulot est bien et pourquoi il n'est pas bien. Bon, là, on voit bien que vous l'avez choisi, vous l'avez construit. Ça vient de très loin, avec en plus des crises et tout. Donc, vous êtes à votre place, ça, c'est sûr. En même temps, il y a quand même des difficultés, j'espère en tout cas. Oh, tout va bien. Mais, parmi, vous m'aviez parlé à un moment, peut-être un problème pour un thérapeute peut être peut-être de pas prendre suffisamment de distance, c'est ça, enfin, Oui. pour vous, sur des choses très simples. Première fois que vous voyez quelqu'un, vous le gardez 1h30, deuxième fois 1 heure, bon. Mais en fait, ça vous arrive de dépasser parce que on pourrait passer des jours. Oui, tout à fait. Bah, c'est un peu le problème que j'ai eu, que j'ai encore, mais un peu moins, effectivement. Alors là, tous les problèmes que je cite, hein, moi, j'ai pas d'école, hein, donc tous ces problèmes-là, ils sont évoqués effectivement dans le cadre d'une formation. Moi, je donne ceux qui me parlent parce que je les ai, Ouais. je les vis un petit peu. Et donc effectivement, moi, la problématique, c'est peut-être déjà effectivement de trop se projeter et de passer trop de temps à comprendre. Aussi, je vous en ai parlé par rapport à l'interrogatoire, c'est-à-dire de trop. C'est pas qu'on ne veut pas croire ce que l'autre nous dit, mais c'est qu'il faut pondérer. Bien sûr, ouais. D'une personne à une autre, la personne va dire des mots différents pour traduire des choses, des mots identiques pour traduire des intensités différentes ou même des choses différentes. Donc il faut bien préciser les choses et puis après prendre de la distance par rapport à ça. Donc ça, c'est une autre difficulté qui est liée aussi à ce fait de peut-être de se projeter. En tout cas, moi, c'est ça. Quand on se projette trop, on veut peut-être aussi, en tout cas, moi, c'est peut-être trop croire ce que l'autre nous dit. Vous voyez, être voyager avec lui, vous voyez, c'est un petit peu le on oublie qu'il quoi. lui-même est enfermé dans sa propre vie. Ouais. C'est ça, ce qui peut être aussi notre difficulté à nous. C'est pour ça que dans le cadre du CEDRE, et c'était un conseil qui était donné au niveau du maître de mon professeur, c'était si vous voulez pratiquer la médecine chinoise, si vous voulez avoir une pratique qui soit cohérente, bah, il vous faut pratiquer la méditation. Autrement, vous n'aurez pas de distance par rapport à ce que les gens vous disent. La méditation, c'est un outil formidable pour apprendre dans votre part de subjectivité, à prendre de la distance par rapport au ressenti que vous avez, à avoir un petit peu un regard neutre. Ok, il y a des choses qui se passent. Bon, j'observe. C'est ça un petit peu, si on veut, un petit peu. C'est une observation, c'est un apprentissage de l'observation dans un premier temps. Alors, mon objectif n'est pas de définir la méditation, parce qu'il y a des personnes qui le font beaucoup mieux que ça, que moi, je veux dire. Non, mais dans votre cadre, vous le faites parfaitement, oui. Dans ce cadre-là, en tout cas, l'intérêt de la méditation par rapport au fait d'observer les choses, d'observer ses ressentis, d'observer ses émotions propres qui nous viennent nous-mêmes, bah, ça nous permet effectivement d'avoir une certaine distance et aussi du coup d'évaluer et de prendre de la distance par rapport à l'autre. Donc l'intérêt de la méditation est important et ça se cultive tous les jours. C'est un entraînement quotidien qu'il faut avoir, effectivement. Quotidien qui se renouvelle. Parce que ça fait des journées longues, là, entre la pratique du Qigong, l'enseignement, la méditation. Oui, bien sûr. Après, on essaye de jongler avec tout ça. Et puis, il y a bien sûr, quand je dis quotidienne, des fois, je ne vous cache pas que c'est difficile de tout faire en une journée. On a des difficultés. Et puis, ça génère des disciplines, une nécessité de discipline qui, quelquefois, est un peu difficile. Moi, des fois, j'ai besoin de vacances aussi et ça me fait du bien aussi de couper quelquefois pour retrouver un peu mon second souffle dans mes disciplines. C'est des fois salutaire. Ouais. Et s'il nous reste très peu de temps, c'est dommage. Bon, les difficultés, voilà, il y a celle-là, il y en a... D'un point de vue administratif, tout ça, comptabilité, c'est pas une difficulté pour vous, j'imagine. Enfin, je sais pas. Les difficultés, il peut y en avoir. C'est vrai quand on exerce, je pense que quand on exerce une activité comme ça, un métier que l'on aime vraiment, quoi. Le côté administratif, c'est quelque chose d'un peu plus rébarbatif. Donc, ça peut être ce côté-là, un peu la problématique de pouvoir switcher entre en fait, ce qui nous anime, vous voyez, ce qui nous transporte, et puis ce qui nous transporte un petit peu moins. Là, les yeux brillent. Ouais, non, mais vous voyez, c'est un petit peu ça. Et donc, l'administratif, forcément, c'est quelque chose qui transporte un peu moins dès lors qu'on est dans cette notion un petit peu plus... non, effectivement, on est obligé. C'est ça. J'ai quand même une formation au niveau des chiffres. J'essaye de m'en sortir. Vous voyez, j'ai quand même... Non, effectivement, c'est une partie D'accord, qui... Non, moi, c'est plus l'apprentissage du rapport à l'autre qui est... qui était un petit peu compliqué. C'était cet aspect-là. Et puis de savoir doser, effectivement, de savoir doser les séances. Vous parliez d'1h30, 1 heure. C'est clair que quand il faut tout caser, quelquefois je donne des exercices de Qigong, alors un mouvement spécifique de Qigong, parce que quand on veut vraiment rentrer dans la profondeur, il le faut. Si on veut
penser que ce mouvement de Qigong spécifique va avoir un impact sur l'autre, il faut rentrer dans une précision du geste. Autrement, Oui, puis ça c'est pas une- reste quelque chose qui ne sert pas, quoi. Non. Ça sert sur le long terme, mais si on veut taper juste, il faut qu'il faut que la personne sente qu'il y a un effet pour ce qu'elle recherche. Donc, Oui, puis c'est pas ça une prend du simple- temps, quoi. Et donc, 1 heure, c'est des fois compliqué, ouais. Ouais. D'accord. On va conclure sur peut-être... Parce qu'il y a un long parcours, là. Vous avez quasiment 40 ans bientôt, là, je crois. Conseil aux jeunes. Alors, les conseils aux jeunes, parce que moi, je me projette jeune. Je vois ce que j'ai raté quand j'étais jeune. Pourquoi ça, etc. Et qu'est-ce qu'on pourrait dire à un jeune homme, une jeune femme d'une part, peut-être qu'il veut s'orienter vers la thérapie. On pourrait lui dire tout simplement de faire une école de médecine, ou pas. Et de manière plus générale, pour qu'à 18 ans, on ait quelques éléments. Je sais que pour moi, ça ne s'est pas passé comme ça du tout. Pour s'orienter, pour savoir pour vous non plus d'ailleurs, vous avez fait, moi-même, vous m'avez dit, j'ai fait ce qu'on attendait de moi, j'ai fait ingénieur. Et comme ça marchait, j'ai fait. Qu'est-ce qu'on pourrait dire à quelqu'un qui est en phase comme ça d'orientation professionnelle par rapport à votre histoire Alors, c'est ça. Parce que votre histoire est très particulière et c'est en ça qu'elle est intéressante. Le reste, on s'en fout. Je vais m'exprimer par rapport à mon histoire parce que de fait, je crois qu'il y a des personnes qui s'inscrivent au CED. Alors, c'est pas forcément du coup, le CED pourrait plus facilement répondre à ce genre de questions. Bien sûr, sur l'orientation en médecine, je vais essayer de voir ce que je peux apporter, mais on est d'accord que c'est par rapport à mon vécu à moi. Histoire, par rapport à mon vécu à notamment moi. en fait d'avoir été bon à l'école et donc tout de suite on devient ingénieur parce que c'est ce qui brille en premier. Et puis non. Comment se sonder soi quand on est jeune pour savoir où on veut aller Déjà, il faut savoir, c'est pour ça que j'ai insisté quelquefois sur le fait que je me suis déjà renseigné un petit peu avant, en 2008 déjà. Moi, j'ai le déclic de tout ce parcours-là, c'est aussi parce qu'il y a des expériences particulières, des fois de la vie, qui infléchissent un petit peu bien sûr. et qui remettent en question les choses. Et je pense avoir vécu ce genre de choses qui m'ont amené à continuer un petit peu à se voilà, toujours dans cette nature de questionnement. Mais qu'est-ce qui se passe? Vous voyez, c'est moi, vous écoutez, j'ai l'impression qu'à un moment, il y a un moment de crise, c'est-à-dire ça marche pas, ça marche pas. Et là, vous avez su peut-être dire, OK, ça marche pas, donc je vais peut-être explorer ailleurs. Il y a ça peut-être. Oui, mais là, il faut une confiance en soi ou il y a alors, ça, et une comme audace, je vous en dis, tout cas. pourquoi il y a eu ça, pourquoi il y a eu cette confiance? Je pense que c'est par une expérience très spécifique vécue qui m'a amené à me dire que, mais attends, il y a peut-être une autre possibilité. Vous voyez, une expérience assez forte. Je vais pas forcément détailler parce que c'est pas forcément l'intérêt. On vit tous des expériences qui peuvent nous transporter aussi. Ça peut être, je sais pas, vous êtes en voyage. Et c'est des images d'ailleurs qu'on a en Qigong. Vous voyez, contempler la lune, c'est des choses c'est pas juste un mouvement. C'est des choses qui transportent une émotion, et l'émotion va naturellement amener quelque chose qui vous rende vivant. Vous me parliez de mime, vous voyez, c'est comment rendre vivant, même en l'absence de stimuli, comment faire en sorte que l'on ait quelque chose qui nous rende vivant, même dans des circonstances qui, a priori, nous sont un petit peu plus défavorables. Vous voyez, vous interrogez votre vitalité, ou l'endroit où vous devenez vital et l'endroit où vous l'êtes moins. C'est ça, il y a des expériences de vie qu'on peut tous vivre, des moments effectivement de crise aussi, où on se remet en question et où on se dit, mais est-ce que c'est vraiment ça que je veux? Et donc, qui après oriente nos décisions futures, vous voyez. Et ça peut être des expériences un peu diverses. Et donc, je pense que c'est ça aussi, moi, qui m'a permis de me questionner et de me dire, est-ce que c'est vraiment ça que je veux? Quelle est vous parliez de méditation, effectivement. Moi, j'ai été en contact avec ces disciplines-là. Je pense que c'est jamais un hasard. On nous oriente pas de base vers ce genre de choses. Ouais. C'est des rencontres, c'est des expériences, c'est des choses qui nous feront prendre conscience que il y a peut-être quelque chose d'autre, en tout cas qu'on a envie d'expérimenter pour nous-mêmes. Et donc, si ça marche pour nous, peut-être en essayant de pas forcément guider sans contraindre. Vous voyez, on n'est pas des personnes qui voulons imposer. Enfin, moi, en tout cas, ça me ressemble pas. Je veux pas imposer les choses. C'est pour ça que ça ne marchait pas à HSCT. Je veux pas imposer des choses, moi. C'est HSCT, donc comité consultatif de hygiène et sécurité. C'est ça, ouais. Moi, je veux plutôt éventuellement montrer par l'exemple et essayer de voir ce qui marche pour moi et essayer d'être sincère dans ce que je propose. Puis il y a de la persévérance aussi. Alors la persévérance, c'est une qualité qui est importante, ouais. Mais vous voyez, quand un conseil aux jeunes par rapport à moi, c'est juste que j'ai essayé de vivre
je pense que la sincérité est quelque chose qui est importante dans ce genre de parcours. Et la quête de sens a été quelque chose qui m'a beaucoup importé par rapport à cette expérience particulière vécue, remise en question. Et donc, qu'est-ce qui fait sens? Est-ce que cette voie est importante? Bah non. Et du coup, c'est être sincère avec soi-même. Mais je pense que c'est pas très grave. Vous voyez, moi, j'ai tâtonné. Au départ, on se questionne, on ne sait pas trop si c'est la bonne voie, mais ça fait partie du processus au final. Et puis, je pense qu'il faut faire confiance au fait que quelquefois, il y a des expériences qui sont nécessaires à vivre. Et c'est, vous savez, le bien-être, il y a des choses qui sont vécues négativement, mais qui amènent à quelque chose de positif après. Vous voyez, D'accord, ouais. c'est le long terme aussi qu'il faut viser, c'est pas forcément le court terme. D'accord, moi je retiens long terme et lucidité, honnêteté, sincérité par rapport à soi pour bien se sentir. Ouais. Enfin, sentir de manière juste. C'est ça, ouais. Et la méditation, du coup, est oui, la méditation, pour ça. Oui, aussi. Méditer. Merci beaucoup, Yvan. Merci. Donc, c'est Yvan Vellard qui exerce à Brest, rue, j'ai oublié. Inkerman, c'est ça. Au 31. Et qui donne des cours aussi de Qigong à l'école Wushu, que je conseille aussi pour la fréquenter. Donc, merci beaucoup, Yvan. Merci à vous. C'était un plaisir. Ok. Prochain portrait, prochaine histoire, prochain métier, au prochain numéro de Un bon boulot. Témoignages, discussions et reportages sur les grandeurs et les misères du travail.